Je ne compte plus les sales affaires. Mais jamais ça. Il y a 2 semaines, j'y étais à sec, un avis d'expulsion plié dans la poche, comme un rappel de respiration. On n'embauche pas les tueurs discrets quand Shell économie se grippe, apparemment. Le prochain job qui ne serait pas plus dur que d'aller tuer le président, je prenais. 1 semaine plus tard, l'offre tombe, 20 000 $, une cible. Aucun bagage. Ils me virent 10 000 d'avance, me promettent le reste quand ce sera réglé. Pas de nom, même pas un alias. Eux non plus n'en avaient pas. Ils appelaient simplement la cible, le monstre. Drôle de façon de commencer une affaire. Mais la fin ne choisit pas. On me donne une adresse, un créneau. Minuit pile. J'arrive à 22 h pour installer le terrain. L'usine pourrissait à la lisière de la ville. Un cube de tôle et de briques, dont l'odeur de métal froid s'agrippait à la gorge. Le vent grinçait dans les tôles comme si le bâtiment respirait mal. Je mords un juron plus fort que la douleur, cours vers le Remington. Le premier coup de 870 lui ôte le rire. La gerbe de plomb rentre, pas profond, mais rentre. Il émet un hurlement aigu qui se met à pousser contre mes tympans comme un doigt qui voudrait entrer. Il m'attrape par le bras et me jette avec une facilité qui m'humilie jusqu'au sol. Mon épaule claque. Je respire mal. Il charge. Je pompe et tire dans la poitrine. Je suis trop lent pour l'esquive. L'impact me soulève, me transporte 10 pieds plus loin, me jette dans des caisses. Mon pied tord trop, un bruit sec dans la cheville, la bile au bord. Mon sac est là, la grenade est dedans. Il n'y a plus qu'un chemin. Je rampe, avale de la poussière qui sent l'huile et l'ammoniac, trouve le métal lisse, arrache la goupille, roule l'aile, œuf vers la chose qui vient déjà. Le pilier me sauve la face, peut-être l'âme. La déflagration s'aspire en elle-même avant d'exploser, comme si la pièce inspirait. Alors le cri n'est plus un cri. Ce n'est ni un rugissement ni un sifflement. C'est l'air qu'on avale, tout l'air, et ce qu'il devient, en traversant quelque chose qui n'appartient pas ici. Je me lève sur un coude. Il titube. Une jambe manque. Pas d'os blanc qui sort. Pas d'humain là-dedans. Un appendice sombre, vernissé, qui tâte l'air en fouet, vivant de lui-même. J'achève ce que j'ai dans le tube, et ce qui reste dans la cartouchière, uniquement sa tête, uniquement ce cercle de sourire, uniquement ce vide au milieu des iris. Par superstition, par méthode, par peur, il saigne noir, il ne meurt pas, il grimpe. C'est pire de le voir grimper que de le voir marcher. Ça tient aux angles que prennent ses bras contre le mur, à la façon dont les mains cherchent, trouvent, pénètrent la brique, comme si elle, n'était pas la même matière pour lui que pour moi. Il gagne une fenêtre ouverte, s'effile par là, disparaît. Le silence reprend le bâtiment par les épaules. Je reste assez longtemps pour être sûr que mes jambes me porteront jusque-vie, à la voiture. Puis je pars. C'est plus tard, chez moi, que la douleur se déplie comme une carte. La main brûlée, la cheville qui pulse, elle, épaule qui refuse de lever le bras au-delà d'un angle. J'appelle mes commanditaires. Rien. Messagerie. Silence. Je ris, parce qu'autre chose s'en chargerait si je ne le faisais pas. J'allume les infos. On parle d'un meurtre. Dans une usine abandonnée. La même. La victime plaquée contre un mur. Le présentateur accole les mots « enquête en cours », au mot « enforcé » et au mot « gang ». Il montre sa photo floutée. C'est le type qui a glissé sur le béton à mes pieds. Une autre brève. Un mort retrouvé dans la ville D. À côté. Domicile fouillé. Matériel. Liste. On murmure tueur à gage. Et puis cette phrase qui me range quelque part. 5 tueurs ou gros bras abattus ce mois-ci, tous dans L. État. Un point presse. Un journaliste demande si c'est un justicier. Le flic fronce, dit non. C'est trop brutal. Il cherche son mot. Il n'en a pas. Je me souviens alors des rumeurs venues des bas-fonds du web, 3 semaines plus tôt, des pros liquidiers, à croire qu'ils avaient oublié leur métier. Je les avais traités de nuls, la gorge douce avec autrui. Je regarde mon téléphone qui ne sonne pas. Je regarde mon sac où il manque une grenade. Je repense à l'absence de nom, d'alias, à ces 10 000 tombés comme une poignée de graines. Et à quelque chose qui attire ce que nous sommes. Des prédateurs. On ne m'a pas payé pour tuer le monstre, soudain je le comprends. On m'a payé pour que le monstre vienne. L'argent, Leif, était l'odeur. À partir de là, je compte. Combien de nuits il lui faut pour suivre l'odeur? Combien de portes entre lui et moi? Combien d'armes que je peux encore porter avec une épaule qui chante? Je pense à la suite, bien sûr. L'idée la plus simple au monde. Refiler le contrat comme un colis piégé. Payer quelqu'un pour tenter sa chance dans une autre usine, un autre couloir, une autre minuit. En faire un problème de logistique. C'est ce que nous faisons quand le monde résiste. Nous le reformatons en travail. Je me surprends à rédiger mentalement le message d'offre, neutre, propre, comme ceux que j'ai reçus. Pas de nom. La cible,
Un fric. J'efface la phrase dans ma tête, j'appuie de la main saine sur la brûlure qui ronge encore. Je m'imagine devant lui une seconde fois. Je m'imagine rater une seconde fois. Je m'imagine le sourire parfait, qui se ferme sur la lumière jusqu'à ce qu'il ne reste plus que sa pupille unique et l'idée de moi dedans. Je coupe la télévision mais la salle garde le bruit longtemps, comme l'usine gardait le rire. Il est encore vivant. Je fais mon inventaire. Beretta avec silencieux, CZ75 en automatique, Remington 870, M14 à lunettes, couteau papillon, point américain. Et la chose que je préfère ne jamais toucher, une grenade, pour quand, au-delà du pire, cesse de être une expression. Je coupe la lumière, me cale dans une mezzanine qui donne sur les grands couloirs, la lunette du M14, posée sur un chevalet rouillé. Les minutes tombent, lentes. La nuit épaissit. À minuit 11, les portes battantes gémissent et s'ouvrent d'un coup. Je le sais autant que je sais compter jusqu'à 1, à 3 et sentir mon cœur dans les doigts. S'il revient, je n'aurai pas le luxe d'être surpris. Je dors peu. J'essaye d'empêcher le rêve de lui donner une forme plus humaine. C'est pire quand il ressemble à quelqu'un. Le matin, le téléphone reste muet. L'après-midi, pareil. Le soir, la pluie tape sur la fenêtre comme des pas qui ratent l'escalier. La nuit, je compose un message que je n'envoie pas. Je m'entraîne à appuyer sur « Envoyer ». J'imagine un autre type sans loyer, avec une grenade intacte, qui prendrait. Et je me vois de l'autre côté du miroir, dans la case « Client anonyme ». J'aimerais dire que je ne franchirais pas cette ligne. Ce serait beau. Mais c'est drôle comme l'aile. Éthique devient élastique quand on entend un rire, là où il n'y a rien. Alors je range le téléphone dans un tiroir parce que je n'ai pas décidé, pas encore. Et je me dis, pour me rassurer, une phrase qu'on dit quand on sait qu'elle ne vaut rien, ça vaut le coup d'essayer. Le problème avec certaines choses, c'est qu'elles n'essaient pas. Elles viennent. Et parfois, elles se souviennent de vous mieux que vous ne vous souvenez d'elles. Si un jour ça frappe à ma porte à minuit, je saurai enfin quel était le vrai contrat. Et qu'il l'a signé. Par la lunette, je vois quelque chose entrer au pas de course, trop grand pour être confortable. 2,8 m, si je devais parier, windbreaker et pantalon de ville, silhouette filiforme mais pressée, comme si l'endroit l'attirait ou le chassait. Je retiens mon souffle pour la prise de visée, mais la vitesse casse mes lignes. Je n'ai pas envie de rater le premier tir et de griller ma position. Rien dans ses mains. Pas d'arme visible. Je me détends d'un demi-centimètre, assez pour regretter juste après. Il disparaît par une porte latérale. Je range le M14, dégaine le Beretta, cale la CZ dans l'holster. La pièce où il s'est engouffré est un puits d'encre. J'enfile les lunettes de vision nocturne, le monde remonte en vert sale. Grains brillants, poussière flottante. Un couloir. Du silence. Une odeur d'humidité et de vieux gras industriel. Et une question qui dure exactement jusqu'au premier cri. Comment, lui, voit-il ici? Le cri tranche l'air. Oh. Pas long. Stoppé net comme étranglé. Je glisse jusqu'au carrefour et jette les, œil à gauche, à droite. À gauche, une lumière encore plus noire. Je m'avance à mi-chemin. Le cri tombe d'un coup. Le silence revient tellement vite que j'entends mon propre sang. Puis un corps sort de la pièce comme lancé par une machine. Un type d'une vingtaine d'années, visage d'abord, puis tout le reste, qui heurte le mur devant moi avec un bruit humide, et redescend au sol en se pliant là où un os aurait dû dire non. La jambe est écrasée comme prise entre deux presses. Je n'ai rien hurlé. Ça a failli. J'entends quelque chose. Pas des pas. Une intention. Reprendre le couloir depuis la pièce. Je recule jusqu'au hall principal, vise l'embranchement avec la CZ et décide que si je le vois, je le fauche. Mes mains tremblent à peine. Mes mains ne tremblent pas. Écoute. Ça approche. Plus près. Encore. 3 pas. 2. Quand il coupe le coin, j'envoie le chargeur. Les rafales avalent la distance. Le dessin vert de la lunette danse sur son torse. Je rate. Je touche. Peu importe. Il reste debout. Il ne tressaille presque pas. C'est là que je vois son visage. Ou ce que mon cerveau essaye d'appeler un visage pour ne pas perdre pied. Les yeux ne sont pas 2 yeux. 2 iris qui se partagent une seule grande pupille vide, comme si le trou regardait à travers moi. La bouche, si c'en est une, tire un sourire qui fait le tour de la tête, pas d'une oreille à l'autre. Non, un cercle presque parfait prêt à s'ouvrir jusqu'au cuir chevelu. Le reste ne tient pas en place. Une peau qui se lisse et se ride à la fois, sous laquelle grouille un tas de choses fines, des vers, des cordes, des idées qui remuent. Il rit. Ça ne sort pas devant. Ça sort de partout à la fois, le béton, la ferraille, ma cage thoracique. Je jette la CZ, remonte le Beretta, 3 balles en plein visage. Il rit plus fort, et c'est moi qui perds un pas.
Une goutte épaisse tombe de sa lèvre sur ma main. Le froid d'abord, puis le feu. La peau mousse, s'ouvre, une odeur d'œuf et de rouille.